Mon intention, c'était d'offrir un panorama de nombreuses théories disponibles sur le sujet, d'essayer de proposer aux étudiants, aux chercheurs, un ensemble qui leur permette d'appréhender toutes sortes de manières de considérer cette importante question. Le concept de représentation est assez difficile à manier parce que c'est un terme qui est polysémique, comme on dit, à savoir il y a plusieurs sens. On peut faire référence aux perceptions, à la prise en charge des intérêts, à ce qu'on appelle, en termes savants, la vicariance, c'est-à-dire être à la place d'eux, également en représentation théâtrale. Une des originalités du livre, c'est de relier ces trois dimensions. Ce que j'ai essayé de faire à travers trois parties successives, c'est de traiter des perceptions, de la prise en charge des intérêts et des dimensions plus théâtrales, plus symboliques de la représentation, ce qui est assez original. Et à travers de nombreux exemples, j'essaie de montrer que, en fait, il est assez difficile de traiter de la représentation politique sous une seule facette, et que c'est très intéressant de mettre ensemble constamment les trois dimensions. Et ceci constitue la colonne vertébrale du livre et sans doute ce qui fait son originalité. Je suis comparatiste, j'ai travaillé dans 80 pays. Dans le livre, j'essaie de montrer par exemple combien les dimensions théâtrales de la représentation politique sont différentes, mettons en Scandinavie, en Afrique noire ou en France. S'agissant des élections françaises et du cas français, c'est cette tension qui existe dans toute représentation politique entre une nécessaire éminence, parce que un représentant se doit d'être à la hauteur, il est en compétition avec d'autres qui représentent d'autres intérêts, et donc il faut faire preuve d'une certaine éminence. Mais en même temps, il ne faut pas se couper des personnes qu'on est censé représenter. Et s'agissant du cas français, puisqu'on songe aux élections actuelles, ma thèse, c'est qu'il y a une très très forte tendance française à un double code. C'est-à-dire que pour réussir dans le cas français, il faut à la fois montrer une certaine prestance, et c'est souvent attendu, mais quand même, il ne faut pas non plus se couper outre mesure des populations. Et on a pu voir à travers les exemples de Nicolas Sarkozy et de François Hollande que si on allait trop loin dans une direction ou dans une autre, à savoir chez Nicolas Sarkozy, tout ce qu'on a pu appeler le bling-bling et une certaine tendance à insister sur son aisance, sur sa supériorité, sur ses contacts avec les élites, etc., ça finissait par vous dévaloriser, vous délégitimer. Et inversement, s'agissant de François Hollande, un discours qui va trop dans le sens de l'ordinarité pose aussi problème. Et on voit qu'au bout du compte, ces deux ex-présidents ont été assez largement rejetés et dévalorisés. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ceci, c'est probablement lié à l'histoire spécifique de la France, avec je dirais un côté un peu Versailles qui perdure au fil des siècles, ce que les étrangers appelleraient peut-être une certaine arrogance française, que d'un autre côté, tous les soubresauts révolutionnaires nous ont tirés de l'autre côté. Il en résulte des codes contradictoires. Ce que j'essaie de montrer, c'est que en France, il y a vraiment cette contradiction et cette tension. Et donc, les acteurs politiques sont tenus de jouer un peu sur les deux registres. Alors qu'il y a des parties du monde où on s'attendrait avant tout à une certaine ostentation qui, paradoxalement, est source de crédibilité. Ou, au contraire, j'ai beaucoup travaillé dans les pays nordiques. Les pays nordiques, on a affaire à ce que j'appelle une modestie ostensible. Et là, tout au contraire, il s'agit de surtout ne pas apparaître comme quelqu'un qui serait au-dessus des citoyens ordinaires. Donc, le livre est aussi écrit avec cet objectif de bien souligner que la représentation ne signifie pas forcément exactement la même chose d'un environnement culturel à un autre. Et personnellement, je suis très sensible à ces différences contextuelles et ça nous éloigne, si vous voulez, d'un traitement purement philosophique, abstrait de ce qu'est la représentation politique, qui, je répète, est très prédominant dans la littérature, pour pénétrer ce qui fait sens. Donc, on retrouve là la facette perception
et puis les dimensions symboliques, c'est-à-dire comment est-ce que les acteurs politiques en représentation doivent se présenter s'ils veulent recueillir une certaine légitimité et avoir une certaine chance d'être élus.